Question directe avec Nicolas Tenzer, politologue, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques et internationales. Auteur de Fin de la politique des grandes puissances aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir. Nicolas Tenzer, Poutine profite-t-il de la guerre au Moyen-Orient ? Oui, certainement, parce qu'aujourd'hui, il considère qu'il a un atout. D'abord, le premier atout, c'est celui d'une distraction d'un certain nombre de pays, même si beaucoup de pays européens, dont la France, ont montré encore au cours des 2 dernières semaines leur soutien absolu à l'Ukraine. Deuxièmement, il bénéficie d'un effet d'aubaine qui est l'augmentation des cours du pétrole, qui sert essentiellement, on le sait, à financer sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Et puis, troisièmement, il sait aussi qu'un certain nombre de missiles qui étaient achetés aux Américains, notamment des missiles pour les batteries patriotes, c'est-à-dire de défense antimissiles, aujourd'hui sont en quelque sorte mobilisés, voire peut-être d'ailleurs épuisés en raison effectivement de leurs actions dans la guerre contre l'Iran, et en tout cas en défense. Et donc, l'Ukraine pourrait connaître une forte de pénurie. Et donc, évidemment, Poutine en profite. Cela dit, soyons clairs, ce n'est pas la première fois qu'il lance des attaques massives contre des civils avec toujours le même but, détruire, tuer, détruire, tuer. Et on a vu qu'il y avait une guerre des drones Est-ce qu'elle a repris de plus belle ? On a vu cette riposte des Ukrainiens, d'ailleurs aujourd'hui, qui ont donc visé la Russie avec leurs drones. Hier, vous le disiez, cette offensive russe à l'aide de drones extrêmement importante. Est-ce que cette guerre des drones reprend de plus belle ? Oui, elle reprend et c'est vrai que vous avez effectivement d'abord eu une adaptation des Russes qui, après quand même un peu d'hésitation, se sont mis à fabriquer aussi en plus grand nombre des drones eux-mêmes. Avant, ils bénéficiaient, on le sait, des drones iraniens Shahed, et là, ils ont construit en fait sur le même modèle en Russie même un certain nombre de drones. Et les Ukrainiens, eux, qui sont sans doute la première puissance en termes d'innovation pour les drones, en ont développé de manière considérable. 4 millions de drones ont été construits en Ukraine l'année dernière. Il va y en avoir 7 millions cette année. C'est absolument considérable. Donc ça reprend. Mais il ne faut pas oublier que la Russie ne tire pas que des drones. Elle tire, certes de manière plus limitée, des missiles qui sont aussi beaucoup plus meurtriers et évidemment, pour certains d'entre eux, plus difficiles à abattre et à intercepter. Un mot sur ces drones qui sont tombés en Estonie et en Lettonie, Nicolas Tenzer. Il s'agit de drones ukrainiens qui visaient la Russie. Comment ça peut se produire ? Alors, encore une fois, il n'y a pas de science parfaite dans l'envoi des drones. Donc, il peut toujours y avoir des accidents qui peuvent évidemment se produire. C'est pour ça d'ailleurs que les autorités des pays qui ont été touchés ont essayé de dire, voilà, c'est quelque chose qui évidemment n'a pas le caractère d'une attaque. Évidemment, par définition, l'Ukraine ne va pas attaquer ses plus fidèles alliés qui sont les pays baltes. En revanche, c'est vrai que vous pouvez avoir des risques pour les populations. Et puis, vous pouvez avoir de l'autre côté, du côté russe, donc, également une tentation de tester en quelque sorte la résolution et la capacité et la volonté de défendre des pays de l'Alliance Atlantique. Et c'est ce que redoutent, d'ailleurs les scénarios ont été rendus publics par l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, un certain nombre voilà, d'attaques russes pour tester tout cela. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que je crois que l'ensemble des pays concernés, que ce soit les Pays-Bas, la Pologne ou d'autres, mais bien sûr l'Ukraine, considèrent qu'avec Donald Trump, la capacité ou la volonté plutôt de réponse des pays de l'OTAN devient de plus en plus, comment dire, incertaine. Quel est l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les Ukrainiens ? Ils résistent, on voit, avec leurs drones. Ils proposent leurs services en matière d'intercepteurs de drones aux pays du Golfe. Ça marche ? Oui, ça marche. Ils ont envoyé plus de 200 instructeurs et opérateurs dans ces pays. Ça marche très bien. On s'aperçoit justement que l'Ukraine, effectivement, est le pays numéro un, je dirais, en termes d'interception de drones et de fabrication des drones. Après, je pense que les Ukrainiens ne sont pas dupes. Malheureusement, ils en ont fait l'expérience.
ce n'est pas parce qu'ils assistent ces pays qu'ils auront un effet en retour et une solidarité que ces pays marqueront à leur égard une fois que la guerre dans le Golfe sera terminée. Mais évidemment, c'est une sorte d'argument de communication. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont sur deux lignes parfaitement claires. La première, c'est que il n'est pas question, je dirais, d'abandonner les territoires. La souveraineté ukrainienne, l'intégrité territoriale ukrainienne ont d'ailleurs été réaffirmées par la plupart des dirigeants européens. Ça, c'est vraiment tout à fait important. Et que deuxièmement, disons qu'ils progressent dans ce qu'on pourrait appeler l'autonomie stratégique, aussi bien en matière de drones, même s'il y a des coproductions avec un certain nombre de pays européens, mais également avec des missiles qu'ils développent de plus en plus, notamment les missiles Flamingo, et qui vont devenir des atouts fondamentaux pour frapper la Russie de manière parfaitement légitime d'ailleurs en droit international, hein, puisque c'est l'Ukraine qui est agressée et la Russie l'agresseur, donc des zones de plus en plus reculées sur le territoire russe. Nicolas Tenzer, vous restez avec nous. Je vais vous faire réagir sur ce qu'a pu dire Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, alors qu'il est en pleine campagne électorale. Hein. Il y a des élections le 12 avril prochain, on l'écoute. Nous devons aller de l'avant pour briser le blocus pétrolier et garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Hongrie. De nouvelles mesures s'imposent désormais. C'est pourquoi nous suspendons progressivement les livraisons de gaz de la Hongrie vers l'Ukraine et stockons le gaz restant sur notre territoire. Tant que l'Ukraine ne fournira pas de pétrole, elle ne recevra pas de gaz de la Hongrie. Nicolas Tenzer, donc on voit bien que Viktor Orban veut à nouveau récupérer le pétrole russe. Votre réaction, on sait qu'il met ça dans la balance avec cet emprunt que voudraient faire, ce prêt plutôt que voudraient faire les Européens aux Ukrainiens, qu'il a mis son veto en attendant justement que le pétrole russe puisse à nouveau couler via cet oléoduc ukrainien. Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, on le sait depuis le début, c'est que Viktor Orban est totalement du côté russe. Vous avez vu évidemment récemment ces révélations du Washington Post, oui, qui ont été confirmées sur le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Szijjártó, qui régulièrement rendait compte des conseils des ministres des Affaires étrangères, voire des conseils européens auxquels assistait Orban, à son homologue russe, Lavrov. Et il est allé, Szijjártó, 18 fois en Russie depuis le début de la guerre totale. Il a même reçu une décoration de la part de Poutine. Donc, encore une fois, après, vous pouvez avoir toutes les, je dirais, les scénarios lancés par la Hongrie. La collusion est évidemment totalement claire. Quant effectivement à cet oléoduc qui a été détruit et sur lequel Orban se livre à un chantage effectivement inadmissible, il faut rappeler qu'il a été détruit non pas par l'Ukraine, mais par des frappes russes. Donc c'est quand même extraordinairement paradoxal. Donc là, on a clairement une collusion, d'autant plus que les services du renseignement militaire russe, le GRU, sont extrêmement actifs en Hongrie pour lancer des opérations massives de manipulation de l'information, des opérations en faux drapeau, comme cet éventuel projet d'assassinat simulé, bien sûr, du Premier ministre hongrois. Et donc, vous avez une forme voilà, vraiment de collusion totale au sein de l'Union européenne. Merci. Et à un moment où l'opposant d'Orban, Peter Magyar, gagne fortement dans les sondages. Merci Nicolas Tenzer, politologue. Merci donc d'avoir participé à ce question directe ce soir.